Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, petite vidéo que j'avais trop hâte de faire, puisqu'à chaque fois en fait je me régale de faire un petit bilan de toutes les lectures que j'ai lues dernièrement, même si vous avez pu les voir dans d'autres vidéos. Aujourd'hui du coup pour cette update lecture un petit peu de fin septembre et globalement une grosse partie du mois d'octobre, même si octobre n'est pas fini au moment où je filme cette vidéo, j'ai lu 10 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Sur ces 10 livres, il y en a 5 que j'ai lus en papier qui sont juste ici. Vous présenter au fur et à mesure, ce qui est un bilan assez haut, 5 en à peu près un mois de lecture. J'ai lu 3 livres numériques qui est plutôt faible en termes d'habitude. Je lis plus de livres numériques, mais pour être tout à fait honnête, j'en ai plein qui sont en cours, il faut juste que je les avance et que je les finalise. Et puis j'ai privilégié aussi le papier qui était plus simple et plus sympathique de toute manière. Et puis j'ai 2 lectures audio, donc ça c'est un petit peu la découverte de ce mois-ci puisque j'ai accéléré un petit peu au niveau audio. Je passe plus de temps finalement avec un audio dans les oreilles qu'à regarder par exemple des vidéos pendant que je travaille, et ça c'est plutôt cool. Donc j'essaye de me concentrer là-dessus et ces 2 lectures ont été plutôt des réussites, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et c'est parti. La première lecture, enfin les premières lectures un peu que j'ai lues, c'était lors de mon voyage. Donc le premier c'est Welcome to the Faye Café, donc une lecture très cosy, automnale, qui était une grosse surprise pour moi. Je pensais pas ne pas l'aimer puisque c'est moi qui l'ai demandé en service presse sur NetGalley, mais je pensais pas que j'aimerais autant ma lecture. Pour vous donner un petit peu le contexte de l'histoire, on va être avec Kate qui part une journée un petit peu banale dans son café préféré où elle révise, va trouver un des personnages qui va arriver assez insupportable. Pour tout dire, en fait, il va parler très mal à la serveuse, il va être vraiment dans la confrontation, et Kate va dire non c'est pas possible. Au début elle veut ne pas l'entendre, mais après elle se dit non mais je vais un peu secourir cette serveuse. Sauf que en s'énervant, en se disputant avec le monsieur, je sais plus si elle va le renverser ou lui donner un coup, il va trébucher et il va cogner sa tête contre un meuble et mourir. Donc elle se dit mince, j'ai commis un meurtre, elle va se dénoncer à la police. Sauf que la police, en revenant sur le lieu du crime, ne voit pas de corps, et surtout toutes les personnes qui ont assisté au crime ne s'en souviennent plus. Et donc commence un petit peu un récit très absurde, puisqu'en fait ce monsieur qui est venu et qui est mort est un faillé et vient du monde des faillés. C'est pour ça qu'il est un petit peu en décalage. Et par conséquent, dans le monde des faillés, on va suivre aussi un prince qui s'appelle Cress. Et ce prince, très en colère que un de ses assassins puisse se faire assassiner par une humaine, va décider de venir la tuer, sauf que ça va être un peu plus complexe que ça. Cress est pas si doué que ça au final. Ce livre, c'est très absurde, c'est très drôle. C'est vraiment, faut pas le prendre au sérieux, sinon vous serez un petit peu déçus si vous voulez un peu l'image du faillé ou l'image de la romance parfaite avec ce jeune homme qui est fort et ce failli qui est cruel et fort. C'est pas exactement ça. Alors il est très cruel parfois, mais il est cruel contre sa volonté en fait, puisqu'il a ces codes-là du monde des faillés et Kate de la vie humaine, et par conséquent en fait ils ont du mal à juste communiquer normalement entre eux. À côté de ça aussi, Cress il va pas être tout seul, il va avoir 3 assassins qui vont venir l'aider, et ces 3 assassins vont se faire un peu enrôler de force par Kate pour travailler dans le café des faillés, qui n'était pas un café des faillés à la base mais qui le devient puisque 3 faillés viennent travailler là. Et c'est absurde, c'est mignon, c'est aussi parfois légèrement dramatique, et puis voilà, ça prend au cœur, c'est assez émouvant, j'ai adoré. Vraiment, c'est le type de récit qui ressemble un peu aux sagas comme Scorpy ou comme Top Secret, qui sont des sagas très absurdes en romance. Il y en a peu que j'ai pu lire et que je peux vous présenter. Il y a 2 séries que j'ai en tête là tout de suite, même si on est vraiment dans des choses assez différentes. Ça se rapproche beaucoup plus de Scorpy dans le sens où Scorpy est du paranormal, et il y a cette histoire de ils ont du mal à communiquer parce qu'ils viennent de 2 mondes différents. Mais dans voilà, ce genre-là, je pense que ça donne beaucoup d'absurdité et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Après ça, j'ai pu découvrir le dernier tome de la saga Papillon qui est sorti à ce jour. Attendez, je vais vous le sortir parce que je l'ai eu en papier depuis. J'ai lu le tome 6 de Papillon. Moi, je l'ai reçu en service presse numérique, puis ensuite je me le suis procuré. C'est la saga dont je vous parle énormément, donc on va pas revenir dessus en large, en travers, mais petite romance MM avec un tatoueur qui travaille dans le salon de tatouage de sa tante, et de l'autre côté un étudiant en ingénierie, et les deux vont être amenés à se rencontrer dans le cadre d'une rencontre pas du tout prévue, et puis ils vont développer des sentiments
Cette histoire, elle est spéciale parce qu'il y a aussi un groupe d'amis, on suit des histoires secondaires, des personnages secondaires. Si vous aimez les sagas de romance MM qui parlent pas que d'un couple, mais qui parlent de plusieurs couples, vous allez adorer. Tous les tomes suivent techniquement un même couple, mais voilà, on va avoir aussi d'autres points de vue, on va suivre d'autres personnages, et on va voir aussi cette petite romance qui est pas simple au début, qui est très réaliste, qui est très dans... On prend son temps, et j'ai adoré, et j'adore toujours autant. C'est pas le dernier tome, il y en a d'autres dans cette saga, et j'ai très hâte de découvrir la suite des tomes. Il faut savoir que dans ce tome-là, on a vraiment franchi une étape qui était assez impressionnante, et je pense que l'étape d'après va faire encore plus peur, parce qu'il y a un autre personnage qui est pas un bon personnage, qui va revenir, et je pense que ça va être très complexe pour notre petit couple, et notamment pour un de notre couple qui a vécu quelque chose dans le passé de très horrible. Et en fait, voilà, j'ai juste hâte de continuer à les suivre, parce qu'à chaque fois que je suis avec eux, je me sens bien, et je trouve que la romance est vraiment très bien décrite, où c'est crédible et où tu suis vraiment toutes les étapes du couple. Je vous en parlais dans une vidéo justement sur ces livres qui parlent du couple, plus que de la romance et juste la rencontre, et ensuite voilà, c'est fini à la fin du premier tome. Bah là non, on va vraiment développer en fait cette histoire, et on va la suivre ensemble, et il y a presque un aspect éducatif que je trouve très intéressant. Je sais pas si éducatif est le bon terme, mais un aspect où tu vois vraiment le couple se former, et tu vois des choses que tu ne vois pas en romance d'habitude. Et j'ai lu ensuite un livre audio, un livre qui s'appelle Au nom du clan de Philippe Sanguero. Au nom du clan, c'est justement Philippe Sanguero qui est en fait le fils, alors moi je connais pas trop ce monde-là, mais le fils d'un rugbyman très connu, et qui a essayé en fait dans ce domaine-là, et qui finalement s'est senti un petit peu peut-être... C'était pas son domaine à lui, il a fait une école de journalisme et il a fini par être journaliste sportif, et notamment plus spécialisé dans le rugby. Et aujourd'hui, en fait, il écrit un livre qui est pas tourné vers le rugby, mais qui est tourné sur l'héritage. Qu'est-ce qu'on reçoit de nos parents, et surtout qu'est-ce qu'on reçoit de nos parents quand ils sont connus dans un domaine précis. Est-ce qu'on est obligé de suivre leurs traces, ou est-ce qu'au contraire on peut se différencier et on peut faire quelque chose d'autre? Et en fait, ce livre montre plusieurs parcours, des enfants qui ont décidé de suivre leurs parents, des enfants qui ont décidé au contraire de faire autre chose, des enfants qui ont couplé les deux, qui ont un peu en fait finalement comme l'auteur, l'univers leur plaisait mais ils voulaient pas suivre exactement les pas de leurs parents. Très intéressant. En fait, moi ce que j'ai apprécié, c'est pas franchement cette histoire d'héritage ou de transmission, c'est beaucoup plus l'histoire de vie de ces différentes personnes, et justement le fait que leurs parents soient connus, et qu'est-ce que eux ont fait, qu'est-ce qu'ils ont décidé. Il y en a, ça leur a pesé, ça leur a empêché finalement de vivre la vie qu'ils voulaient, et il y en a d'autres au contraire, bah, ils ont profité de ça, ils ont développé quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme si dans ce cadre-là, tu pouvais être enfermé en fait, et soit tu suivais la trace et finalement on l'avait un peu déblayé avant toi, et du coup c'est plus simple et tu peux t'élever plus haut. Soit au contraire, bah, si tu essaies d'aller vers d'autres voies, des fois ça peut être compliqué parce qu'on t'y ramène un petit peu de force. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant finalement, c'était le premier témoignage avec cet homme qui fait partie des forces spéciales en France, et qui a, depuis qu'il est petit, entendu en fait les récits de ses ancêtres, on peut dire ses ancêtres parce que ça remonte très très loin, qui ont combattu je crois avec Napoléon, etc. Et en fait il a cet héritage-là de tout donner en fait pour son pays. Finalement son père voulait pas forcément qu'il suive ses traces, lui était plutôt dans le il faut faire de l'argent, il faut être commercial et tout ça. Et en fait cette personne dit à la mort de mon père, je me suis rendu compte, j'étais acceptée justement dans les forces spéciales, et je me suis rendu compte c'est ça que je veux faire. J'ai cet héritage-là et j'ai envie de le suivre. Et finalement, alors que pour le coup son père ne voulait pas forcément. Et voilà, en fait, c'est le fait, vraiment, je pense, le message de la fin, et ce qui est très intéressant, c'est le plus important, c'est de suivre la voie qui vous correspond à vous, et qu'il en existe plein, et qu'il n'y a pas un chemin qui est tracé, et si ce chemin qui est déjà tracé est pour vous, bah suivez-le, finalement. Et franchement, très intéressant. Après, je pense que ça manquait de développement, j'aurais préféré d'analyse, en fait, derrière. C'était vraiment raconter des histoires. Dans l'analyse, on n'était pas sur quelque chose d'hyper travaillé, j'ai trouvé, où on essaye de trouver des cas qui étaient vraiment différents et tout. Au final, c'était voilà, une succession d'histoires et de témoignages. Après ça, j'ai lu le tome 3 d'une saga que je n'ai pas lu depuis le début. Donc c'est En service presse de Maria Stone. Maria Stone, j'ai découvert un livre d'elle cet été que j'ai énormément apprécié, et quand elle disait que voilà, elle avait un nouveau livre qui était sorti et qu'elle cherchait des partenaires, je me suis proposée pour découvrir. En plus c'était dans l'univers un peu des Vikings, donc univers que j'avais vraiment envie de découvrir d'elle, donc j'ai été très contente de me proposer. Mais c'est vrai que c'est un tome 3, ça ne m'a pas du tout gêné à la lecture, puisqu'en fait chaque tome reprend un couple différent, et que ce soit un tome 3, un tome 1 et tout, ça n'a aucune
vraiment, le lien c'est vraiment l'univers dans lequel on est et c'est pas les personnages en tant que tels. Là, du coup, c'est L'appel du Viking, le tome 3, L'épouse du Viking. Et j'étais un peu surprise parce qu'en fait, finalement, j'avais lu le résumé, mais j'avais pas tout compris. Et j'avais pas compris notamment que notre personnage principal féminin vivait dans notre monde à nous. Et en fait, un peu à la mode Outlander, retourné dans le passé. Mais très intéressant. On a une trope où notre jeune femme, elle est déjà enceinte au début de la romance. Chose que je n'ai jamais lue dans une romance et pourtant on en parle de cette trope, donc j'étais aussi contente de pouvoir tester ça. Il y avait cet aspect-là viking très dur et de l'autre côté notre protagoniste féminine, elle avait vécu des choses assez traumatisantes avec son ex-mari ou son ex tout court et par conséquent l'aspect viking l'impressionnait pas tant que ça, elle était plus dans la confrontation en mode non mais moi je vais pas me laisser faire, t'arrêtes de faire ton viking et tout ça. Et notre personnage masculin il avait beau être justement dans cette confrontation en tant que viking et dû aux mœurs de son époque, mais il était hyper attentif, hyper respectueux envers elle, donc ça donnait un mélange très sympathique. L'histoire se lit toute seule, c'était assez court et ce truc là d'Outlander, il est allé même plus loin j'ai trouvé et c'était une très belle surprise. Donc voilà, je vous laisse découvrir, je peux pas vous spoiler sur cette partie là. Ensuite, j'ai lu Witchgate Fake Dating a Damon de Sarah Eley, publié chez les éditions Rajo. Ici, on va être sur une petite romance paranormale cosy avec notre protagoniste principale qui s'appelle Marielle et qui est une sorcière. Elle est pas très douée en sorcière, en tout cas dans tous les trucs. Elle ne concerne pas les pouvoirs de la nature parce que dans ce domaine-là, pour le coup, elle est forte, mais dans les autres, non. Tout ce que les sorcières habituellement trouvent plutôt valorisé, elle est pas très forte, elle a du mal à faire des sortilèges. Et lors d'une de ces soirées où elle s'entraîne et où elle peine à faire ça, eh bien il y a un démon qui va apparaître, elle va invoquer un démon sans faire exprès, et le démon il ne peut pas partir tant qu'il n'a pas pris l'âme de Marielle, donc ça va être un peu complexe. Ce petit démon, il est assez choupi, assez mimi, parce qu'en fait, il lui est arrivé quelque chose qui fait qu'il ressent les émotions contrairement aux autres démons. Donc ça, c'était intéressant. À côté de ça, il y a un peu l'histoire aussi compliqué, conflictuel entre les parents de Marielle parce que justement ils s'attendent qu'elle devienne une grande sorcière très puissante et en fait elle a du mal à faire ses sortilèges. Thématique très intéressante, j'ai réussi au milieu du livre à vraiment rentrer dans le livre. C'est vrai qu'au début c'était pas évident, c'était un peu long, voilà. Après c'était une période où aussi lire était plus complexe pour moi, donc peut-être que c'est dû à ça. Mais ensuite, voilà, est venue la période où je lis plus et où j'ai réussi à rentrer dans le livre, à apprécier. C'était contente, c'est juste qu'à partir de ce moment-là, je dirais dans le livre, peut-être même plus avant, j'étais là, bon voilà, c'est bon, ils sont ensemble, il se passe des trucs mimi, ils sont sympathiques, pourquoi le livre est pas terminé? Et pourtant, je suis de celles qui aimeraient que les livres ne se finissent pas au moment où ils se mettent ensemble. C'est juste que là, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour de l'histoire et je comprenais pas pourquoi on peinait à avancer, pourquoi la résolution prenait du temps. Et peut-être c'est ça en fait. C'est le livre était assez gros. Il y avait des moments où je me suis un peu ennuyée en mode il se passe pas grand-chose. On a déjà résolu ça, ça et ça. Bon, ok, il manque que ça, mais pourquoi il y a autant de pages pour une résolution? Donc là-dessus, j'étais peut-être un peu aigrie, pour être honnête. J'avais hâte, en fait, de mettre un point final à cette histoire, et finalement, la fin et toutes les résolutions étaient assez évidentes, et c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu crispée, en mode, vous avez fait une histoire cosy, trop mimi, trop choupi, trop cool, et ça se finit comme ça. Bon, c'est assez évident, c'est assez simple. Bon, soit. Donc voilà, passez un très bon moment, je vous le conseille honnêtement, si vous aimez voilà, les titres cosy, les romances de manière générale, mais je pourrais pas vous dire qu'il sort vraiment de l'ordinaire avec cette romance par rapport à une autre, et c'était pas hyper addictif, j'avais pas forcément envie de finir ce livre, enfin j'avais envie de le terminer pour qu'il soit fini, mais j'avais pas ce truc là de la fin, t'apprécies tellement parce que voilà, t'as développé tout au long ton amour pour les personnages et en fait non. Le seul truc vraiment qui sort de l'ordinaire et que j'ai aimé, c'est cette relation conflictuelle entre Marielle et ses parents qui donne des très belles scènes et qui sont très importantes je pense à mettre dans les livres. Après ça, j'ai lu et j'en ai énormément parlé sur mes réseaux, c'est Partout le même ciel de Hajar Bali, petite expérience pour moi, sortie de ma zone de confort parce que c'est pas le type de livre que j'ai l'habitude de lire et je tiens à le souligner. J'ai pas trop aimé ce livre pour être honnête, enfin bilan très mitigé, 3 étoiles, je dirais pas que j'ai pas aimé, ça a pas été un coup de cœur, il y a des choses avec lesquelles j'ai eu du mal et il y a d'autres trucs que j'ai bien aimé. En truc positif, j'ai adoré l'écriture. Je trouvais très belle, très poétique. On développe vraiment chaque personnage, où on va alterner entre les différents personnages.
Je vous ai pas donné le résumé. Ici, on suit 3 personnages, Wafa, Adèle et Slim. Wafa et Adèle sont un jeune couple qui, dès le premier chapitre, vont décider de cambrioler une vieille dame pour se faire de l'argent et ils vont se faire prendre par Slim, donc qui est le philosophe, enfin un philosophe qui était professeur et qui a décidé de tout quitter parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas si chouette que ça d'enseigner devant des personnes qui en avaient peut-être un petit peu rien à faire de la philosophie. En plus, son cours, visiblement, il était tardif et du coup, il y avait moins de gens qui venaient. Il se faisait jeter dehors par le concierge quand il dépassait ses horaires de cours. Puis il décide de quitter ça, de voyager un peu, de pas faire grand-chose de sa vie, honnêtement. Je sais pas du tout comment il fait pour vivre, hein, mais voilà, bon bref. Vous vous rendez compte, c'est pas le personnage que j'ai le plus apprécié. Donc voilà, écriture très très belle. J'ai beaucoup aimé le développement de chaque personnage individuellement. Le problème de ce livre, c'est que c'est l'histoire de leur relation tous les trois, de quel lien ils ont les uns avec les autres. Un petit peu triangle amoureux, en fait je l'avais pas vu, mais alors pas dans ce résumé, mais dans un autre résumé, c'est bien écrit que c'est un triangle amoureux, donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que moi ça m'a un petit peu gêné que Slim, qui est un professeur quadragénaire, qui ait des sentiments pour une jeune femme de 18 ans qui est Wafa du coup. Et enfin, pas des sentiments d'ailleurs, c'est du désir à la base. Wafa aussi, hein, c'est réciproque. Ça m'a un peu gêné cette partie ambiguë, tout ça, ok, c'est jamais beaucoup développé et tout, mais un peu gêné. C'était pas non plus hyper développé pour que ce soit extrêmement gênant, donc ça le faisait. C'est juste, sur le moment, tu te poses beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer dans ce livre, quelle est la morale de l'histoire, etc. Slim, en plus, il a pas l'air d'avoir 40 ans quand t'es dans sa tête. Je le trouve personnellement, pour moi, c'est un jeune adolescent qui a plein de pensées, très philosophiques et tout. Et la partie philosophique aussi n'était pas forcément celle que j'ai préférée. Vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi t'as plongé dans ce livre à la base? Sortie de zone de confort, et puis j'adore les livres en fait qui parlent de relations complexes, de chaque lien entre les personnages, et pour le coup c'était vraiment bien fait dans ce livre, donc j'ai pas déçu en fait d'avoir plongé dedans. Je me dis juste que c'est pas le livre idéal pour moi. Autre chose qui m'a gênée, la relation Wafa-Adèle. Ils ne se respectent pas à beaucoup de moments dans le livre. J'ai pas développé, j'ai déjà développé dans des vlogs, mais ça me posait extrêmement problème dans le sens où cette relation est vraiment mise en avant comme très très bien et finalement elle a plein de petits défauts. On peut pas mettre en avant que cette relation est incroyable si derrière t'as tous ces petits défauts qui sont, je dis petits mais qui sont assez problématiques. Et ça m'a un petit peu gênée. L'aspect trop philosophique poussé à certains moments, les cahiers de Slim qui partagent avec Wafa. Voilà, ça m'a pas... Mais je le savais aussi que l'aspect philosophique serait pas ce que je préfère, donc voilà, je vous dis ça en connaissance de cause. La fin était intéressante parce qu'il se passe un événement assez tragique et puis on va essayer de revenir sur cet événement. J'ai fini sur une bonne fin, donc c'est pas non plus un livre que j'ai pas du tout aimé, mais c'est pas non plus... Je pense que je vais pas vous le conseiller énormément ce livre, voilà, je vous en ai parlé, je pense que certains ça les toucheront, ils auront envie d'aller vers ce livre et je pense que d'autres bah, ils se diront peut-être c'est pas pour eux, donc voilà, je vous ai donné mon avis complet et encore une fois il y a un vlog qui est beaucoup plus complet sur ce livre et qui pourrait vous aider à savoir si ce livre est fait pour vous ou pas. J'ai lu ensuite Le Pont des Tempêtes, le tome 1, je le dis avec un grand sourire parce que ça a été une grosse révélation que je pensais pas autant aimer, voire je pensais potentiellement être déçue et j'ai beaucoup aimé. On est sur l'histoire de Lara et Arem. Lara qui est la princesse d'un des royaumes de ce monde-là et qui est envoyée à Itikana dans le royaume d'Aren où Aren est roi pour être mariée au roi parce qu'il y a un traité qui date de très longtemps qui dit que une des princesses du roi pour la paix, en fait, une des princesses du roi, donc le père de Lara, sera envoyée au roi d'Itikana pour faire la paix, etc. Et c'est un traité qui n'a jamais été honoré finalement. Et en fait, il est honoré que maintenant. Alors que la paix règne depuis longtemps, les deux camps acceptent en fait d'honorer ce traité. Lara elle a été entraînée depuis qu'elle est petite à tuer le roi d'Itikana parce que il est jugé comme vraiment horrible. C'est eux qui gèrent toute la partie marchande en fait du monde dans lequel on est. Ils donnent pas forcément assez aux Méridriens qui sont le royaume de Lara. Histoire très très intéressante au niveau géopolitique. La partie fantasy a été une étonnante surprise pour moi. Alors il n'y a pas 500 000 choses autour de la magie etc. Par contre il y a des choses autour des mondes. J'ai beaucoup aimé la manière dont on décrit Itikana, les îles sur lesquelles Lara peut aller.
la géopolitique, les différents mœurs des différents pays et tout ça, c'était mis en avant, pas suffisamment pour que ça prenne tout le pas sur l'histoire, mais suffisamment pour que je passe un très bon moment. La petite romance était sympathique à certains moments, bien développée à certains moments, et des fois c'était un gros flop. Je vous ai parlé notamment dans un vlog de certaines erreurs un petit peu de scénario que j'ai pu relever et qui m'ont fait un peu lever les yeux au ciel. Vers la fin, au moment où ça se concrétise, on va dire, entre eux, c'est assez cucu. Et pourtant, moi, le cucu, d'habitude, j'aime, mais là, bon, c'était un peu too much, je dois vous avouer. Donc, à voir si cette partie-là, vous l'aimez ou pas. D'ailleurs, je serais très curieuse en commentaire, si vous avez lu ce livre, que vous me disiez si Lara et Aren, pour vous, ça match ou pas. Pour le moment, je suis pas satisfaite à 100% et j'attends de voir le tome 2. Par contre, cette fin m'a vraiment hypée. J'ai adoré comment ça se finissait et j'ai adoré ce que ça promettait en fait pour le tome 2, ce qui va se passer. Donc pour le moment, c'est une très bonne lecture. J'ai hésité entre les 4 et 5 étoiles. Je vais statuer sur 5 étoiles parce que très bonne lecture. Ce ne sera pas un coup de cœur. Il y a eu des petits défauts comme je vous ai dit, mais j'ai passé un très bon moment. J'avais tellement envie de continuer à l'écouter en audio que voilà, je peux pas ne pas lui mettre 5 étoiles. J'ai lu aussi cette petite romance Kara the Witch que vous avez pu voir aussi dans un petit vlog de Charlie Morrigan, très choupi, très cosy, où on a une petite sorcière. Alors ça ressemble un peu à le début à A Witch Guide to Fake Dating a Demon, dans le sens où pareil, alors pas exactement, mais il y a une question d'invocation en fait de quelque chose qui n'aurait pas dû être invoqué. Ici on est avec une jeune femme qui ne sait pas qu'elle est une sorcière et qui, suite à une rupture amicale, va décider de faire un sort après avoir vu des séries, être un peu désespérée toute seule chez elle, de faire un petit sort et d'invoquer de la tendresse, et elle va se retrouver avec un chat qui parle. Et voilà, elle va être obligée de s'occuper de lui, techniquement. À côté de ça, vu qu'elle va apprendre qu'elle est une sorcière, elle va retourner dans son petit village de quand elle était jeune pour aller voir ses tantes et pour essayer un petit peu de développer cette partie-là de sorcellerie. Et elle va revoir un amour d'enfance. Il y a 3 aspects à cette histoire. La partie magie, cosy, fantasy. La partie, on va dire, beaucoup plus romance, mais qui n'est pas forcément principale. Je dirais pas que ce livre, en tant que tel, est une romance. C'est une petite histoire de fantasy cosy. Et une partie également sur ce chat qui parle, d'où il vient, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et en fait, ces 3 dimensions, heureusement qu'il y avait les 3, sinon je pense que je me serais un petit peu ennuyée, mais comme il y avait 3 aspects à cette histoire à suivre, bah, c'était intéressant. Les 3 ont de la place, ont une valeur. Très intéressant aussi la relation avec son amour d'enfance, puisqu'ils ont cassé quand ils étaient petits, c'est elle qui a décidé de partir, et la raison pourquoi elle a décidé de partir est très intéressante, très importante dans leur romance. Et voilà, j'étais contente que cette thématique soit abordée. Peut-être ça sortait pas excessivement de l'ordinaire, mais c'est pas ce qu'on cherche, une cozy fantasy. Après, je le sais, c'est pas le type d'histoire, les cozy fantasy où je sais je vais avoir un coup de cœur, où ça va être une pépite, où je vais être entraînée par l'histoire. Par contre, de temps en temps, ça fait du bien. Et j'étais contente de découvrir ce petit livre. J'ai terminé ensuite une rencontre Babelio. J'ai reçu le livre dans ce cadre-là. Donc, c'est Les Fleurs du Crime de Monsieur Baudelaire, de Nadine Monfils, publié chez les éditions Verso. C'est le tome 1, La femme sans tête, qui parle vraiment du personnage de Baudelaire. Baudelaire qui un soir va se promener dans la rue et va trébucher en fait sur une personne et sans se rendre compte qu'il n'a plus de tête. Il va rentrer chez lui et le lendemain, une mystérieuse personne va lui envoyer des lettres pour lui permettre de mener les enquêtes. Et autour de ça, on va suivre plein d'autres petits personnages, tous un peu bizarres, tous un peu gore, glauque, parce que c'est vraiment le thème de ce livre, c'est glauque, c'est glauque. Moi, je suis pas une amoureuse de tout ce qui est horreur, de tout ce qui est glauque et tout ça. Si ça apporte quelque chose à l'histoire, bah je dis ouais, pourquoi pas. Si c'est too much, bah ça passe pas trop. Là, c'était entre les deux. Ça apporte quelque chose à l'histoire et en même temps, c'est too much. Vraiment, tous les personnages de cette histoire sont glauques, à part peut-être nos personnages principaux, qui sont donc Baudelaire et Jeanne Duval, son amante. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, déjà, c'est des enquêtes. Moi, je voulais encore une fois avec cette notion de sortir de sa zone de confort. J'ai apprécié le fait que l'enquête, ça se déroule pas comme les autres enquêtes qu'on peut lire dans les romans policiers. C'est pas vraiment Baudelaire qui mène l'enquête, c'est Baudelaire. L'enquête se mène et lui, il essaye de suivre et de joindre les deux bouts. Et puis en fait, les choses arrivent à lui, c'est pas lui qui les découvre. Et je pense que ça change beaucoup. Donc, assez étonnant la manière dont l'enquête est suivie et voilà, et je pense que ça peut plaire à des gens qui lisent beaucoup de, on va dire, de thrillers, de policiers, de voir quelque chose de différent. C'est
légèrement décousu, mais en même temps tu sens que l'autrice elle suit le fil de son histoire. Et c'est vrai qu'à la rencontre de Babelio elle disait non mais moi je corrige très peu, je rédige d'un coup et tout ça, et j'étais là purée, mais un génie quoi, parce que pour écrire un truc comme ça d'un coup c'est assez exceptionnel je pense. L'écriture est très originale et très sympathique aussi. J'ai pas été passionnée par l'histoire honnêtement, j'ai trouvé... Alors ça s'arrange vers la fin pour le coup, j'ai trouvé certains passages où nos personnages, bon ils vivent à une certaine époque, du coup il y a de la misogynie et ça m'a gênée. Je pense que d'autres ça les gêneront pas, ils se diront bah c'est normal, ça vit à cette époque, ça apporte quelque chose peut-être à l'histoire. Moi je suis pas persuadée que ça apporte énormément à cette histoire, à part que Baudelaire était misogyne, donc à la rigueur bon voilà, on essaie d'être réaliste. Par contre, il y a tout cet aspect sur la vie de Baudelaire, sur son histoire, sur les personnages qu'il a pu côtoyer, sur, voilà, on va mettre en avant Jeanne Duval, qui était son amante, qui était de couleur noire à une époque où le racisme était hyper important, qui était en plus une prostituée, donc pareil, à une époque où, bon, de toute façon, elles étaient vraiment mises au banc, on va dire, de la société. C'est une histoire qui est pas simple, qui est gore et sombre, et c'est pas un aspect que j'aime, encore une fois, donc je pense que c'est ça aussi qu'il a pas fait. Globalement, je peux quand même souligner un truc, c'est que j'ai fini cette histoire et surtout j'ai tourné les pages sans me dire je vais abandonner ce livre. Là où il y a quelques années, tout ce qui est thriller, enquête, je me dirais j'abandonne direct. Là je me suis accrochée et j'ai aimé savoir ce qui se passe à la fin, j'ai aimé suivre l'enquête, donc ça c'est un gros point positif. Maintenant je pense pour commencer à me réconcilier avec ce genre, c'est pas ce type de lecture que je devrais lire honnêtement, donc voilà, bon bref. Ça l'a pas fait à 100%, je vais pas lire la suite, mais si vous aimez les enquêtes, je pense que vu le nombre de personnes qui l'ont aimé, vous pourrez passer un très bon moment, et je reviendrai un peu dessus dans un prochain vlog de mes lectures en cours. C'est la dernière lecture dont je vais vous parler de cette update lecture, mais quelle lecture franchement. The Dutch Romantics de Ashley Poston, c'est l'histoire de Florence qui a toujours vécu avec ce truc là de pouvoir voir les fantômes à certains passages de sa vie. Elle est porte-plume pour une autrice assez connue, donc ça veut dire qu'elle écrit les histoires à sa place sous son nom de plume à cette personne, et en échange elle reçoit de l'argent. En plus de ça, sa famille travaille dans un funérarium. Ça fait très longtemps qu'elle est partie de cette petite ville où elle a vécu parce qu'elle n'a pas vécu des choses très simples. Elle a décidé de s'installer à New York. Au début de cette histoire, elle va avoir un nouvel éditeur qui veut à tout prix qu'elle rende un livre le lendemain, sauf que elle, ça fait plusieurs mois qu'elle a subi une rupture amoureuse compliquée et elle veut plus du tout écrire. Donc on est dans ce contexte-là, on va dire assez complexe, je vous ai présenté plein de choses, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il va se passer quelque chose de dramatique dans sa vie. Un de ses proches va mourir et elle va retourner dans cette petite ville, et en plus de ça, le lendemain matin, elle va trouver sous son porche l'éditeur sous forme de fantôme. Pas très joyeux, mais en même temps, dans cette période, je pense que c'est le type de livre qu'il faut lire. C'est un mélange de romance, de paranormal et de contemporain, et les trois sont présents à partie égale. Tous ces genres sont représentés, la romance est présente et importante et vraiment bien faite. La partie paranormale est présente dans les livres d'Ashley Poston. Attention, vous n'aurez pas de résolution sur la partie paranormale. Il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire, elle voit les fantômes, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle les voit et il n'y aura pas vraiment de réponse là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui avait dégradé ma première lecture d'un livre d'Ashley Poston. Et là, je suis rentrée à fond en me disant, j'aurai pas la réponse de toute façon, ne la cherche pas. Ça illustre la vie et ça illustre que certaines choses dans ta vie t'arrivent et tu n'as pas de réponse en fait sur ce qu'il arrive. Donc il faut pas chercher à chaque fois pourquoi telle ou telle chose t'arrive. Et la partie contemporaine avec cette vie-là, cette rupture qu'elle a subie, j'essaie de me construire, j'essaie de croire en l'amour à une période de ma vie qui est compliquée. En plus, je viens de perdre quelqu'un. Elle a aussi des relations assez conflictuelles avec sa famille parce que ça fait très longtemps qu'elle n'est pas rentrée. Il y a des personnes qui lui en veulent. Tout allait dans ce livre, tout cocher les cases de livres que j'adore, où je me sens bien. C'est pas déprimant, c'est pas oppressant, c'est une leçon de vie, j'ai envie de vous dire, plus une petite romance, et que ce que j'aime en fait. Je pouvais que aimer ce livre et je vous le conseille à 200%. Plongez-vous en fait dans cette histoire, surtout à cette période de l'automne, vous allez juste adorer. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça ferait trop plaisir. Et sinon, je vous dis dès la moitié de la semaine pour une prochaine vidéo. Il y a 2 vidéos qui sortent chaque semaine sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!